J'ai derrière moi une expérience en TPE-PME depuis 30 ans, plus de 30 ans. Et donc, dans les fonctions administration et finance, et j'ai en charge donc la RH de notre structure, donc depuis sa création. J'avais auparavant aussi des fonctions RH, donc notamment depuis la création de la loi qui a institué les entretiens professionnels. Donc, les entretiens durant la carrière des salariés. Donc, quelles obligations et recommandations pour nous, les entreprises, et pour quels enjeux? Euh, Bien évidemment, comment dire, ces entretiens ne sont pas quotidiens. Alors, je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi. Voilà. Voilà. J'ai trouvé le moyen de paginer les PowerPoint. Très bien. Alors, donc, on a structuré ce PowerPoint déjà sur le gros morceau qui est l'entretien professionnel. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est rendu obligatoire par la loi. Et puis, il y a tous les autres entretiens qui sont bien sûr recommandés pour la bonne gestion des ressources humaines dans les entreprises. Évidemment, la masse salariale est le premier coût. Généralement, donc il faut optimiser donc les moyens qui sont mis, les moyens humains en fait, d'une façon générale. Et donc plusieurs entretiens sont là pour le faire. Donc les entretiens périodiques, hein, les entretiens d'évaluation. Ensuite, donc plus spécifique, l'entretien sur les conditions du télétravail, de mise en œuvre du télétravail. Celui qui est encadré par le forfait annuel en jours, qui est spécifique aussi, hein, et qui dépend vraiment du type de contrat qui est mis en place dans les entreprises. Et puis, ma foi, les entretiens un peu plus ponctuels, donc l'entretien de remotivation pour remobiliser un salarié. Vous voyez au quotidien vos salariés, et quand, par exemple, il y a un changement de comportement qui est visible, traçable, c'est le moyen de le remobiliser, de savoir ce qui se passe et de voir comment vous pouvez intervenir pour que ces problèmes n'interviennent pas dans le cadre du travail, ou en tout cas impactent le moins possible l'efficacité au travail. L'entretien de cadrage, de recadrage, on va dire, ça c'est clairement quand il y a une attitude inappropriée ou quelque chose donc qui rentre presque avant la sanction, hein. L'entretien de recadrage, c'est vraiment quand quelqu'un n'a eu un comportement vraiment qui n'est pas attendu dans le cadre du travail, et l'entretien précédant une sanction. C'est surtout celui donc, qui est encadré et donc, qui donne droit au salarié à sa défense dans le cadre d'un irrespect du règlement intérieur. Donc, c'est vraiment le droit de sanction qui est donné au chef d'entreprise. Donc, c'est un entretien qui peut être recommandé si le chef d'entreprise n'est pas témoin de la faute, entre guillemets, du salarié. Alors, on va donc commencer par l'entretien professionnel. Donc, l'entretien professionnel, c'est celui qui est institué par la loi, et donc c'est le seul qui est obligatoire en fait dans ceux que nous allons aborder. Donc, il se tient tous les 2 ans et au retour d'une longue absence du salarié. Et donc, le cadre juridique est reprécisé ici. Donc, la loi distingue en fait l'entretien qu'il y a tous les 2 ans et l'entretien des 6 ans. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de l'entretien des 6 ans qu'il faut que le salarié ait suivi au moins une action de formation ou acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience, ou
qu'il ait au moins bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Donc, voilà, donc ça c'est le cadre juridique qui est instauré. Alors bien évidemment, tous les 2 ans, vous faites le point sur ces différents points qui sont obligatoires au niveau des 6 ans, puisque du coup, si dans les 2 dernières années, par exemple, votre salarié a suivi une formation, vous avez sur les 6 années, vous avez comment dire, répondu à l'obligation du maintien de l'employabilité du salarié durant la période des 6 ans. Donc, l'entretien professionnel, il sert effectivement à cela, hein. C'est vraiment s'assurer que vous avez maintenu l'employabilité du salarié par ces trois points, donc formation, certification par une certification professionnelle ou progression salariale et professionnelle. Donc, bien évidemment, il vous est recommandé de faire un support écrit pour acter ces actions que vous avez mises en place pour le salarié, pour démontrer le respect des obligations qui vous incombent et faciliter le suivi. Voilà. Donc, alors, l'entretien professionnel, donc, c'est l'examen de l'employabilité du salarié. Donc, c'est un droit pour tous. Alors, évidemment, aujourd'hui, vous avez tous entendu avec la réforme des retraites que la vie professionnelle s'allonge. Donc, il faut que les salariés prennent en main leur parcours professionnel puisqu'il va être diversifié et qu'ils risquent d'avoir des hauts et des bas, enfin, comme dans toute carrière professionnelle. Donc, c'est un droit pour tous d'examiner et de se projeter un petit peu en avant sur sa carrière. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment le salarié peut avoir les moyens d'avancer dans sa carrière euh, et, et, euh, et éventuellement donc mettre des actions en place, soit au niveau d'une formation, soit au niveau d'une évolution professionnelle. Alors, les évolutions professionnelles, ça peut être bien sûr dans l'entreprise ou ça peut être en dehors de l'entreprise. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un projet personnel qu'il souhaite développer, c'est à ce moment-là qu'on peut échanger avec le salarié et peut-être l'orienter si l'on est d'accord pour le laisser partir, hein. Ça, c'est aussi une question pour qu'il puisse mettre en œuvre son projet. Donc, Catherine? oui, Oui, alors il y a une petite question dans le chat, par contre, je ne sais pas exactement à quel moment oui. de ce que tu as dit ça se rapporte. Donc la question est, c'est aussi valable pour une PME de moins de 10 salariés? C'est un point d'interrogation. Et Oui, c'est en plus de l'entretien annuel, point d'interrogation. oui. Alors, l'entretien professionnel, il est obligatoire pour toutes les entreprises. Ce qui diffère en fait en fonction de l'effectif des entreprises, ce sont les sanctions éventuelles. Parce que dans une entreprise de plus de 50 salariés, si l'entretien professionnel n'a pas eu lieu, à ce moment-là, il y a des sanctions, c'est-à-dire qui seraient de l'ordre de l'abondement du CPF du salarié. Alors, tout ça, bien évidemment, on va le voir plus tard au niveau des conséquences de la non-tenue de l'entretien professionnel, parce que cela existe aussi pour les PME. Donc, j'y reviendrai. Donc, voilà. Donc, c'est un échange donc, avec le salarié sur ses projets d'évolution professionnelle. C'est aussi l'occasion pour le salarié de recevoir une information sur son compte personnel de formation. Donc, l'information que vous devez donner aux salariés, c'est surtout l'accès au site de mon compte formation.gouv.fr. Donc, c'est vrai que
Pour y être allé, c'est un processus d'ouverture de compte qui est un petit peu complexe car il est sécurisé par une identité numérique. Mais c'est une plateforme qui donne accès à plein de possibilités pour le salarié. Déjà, il donne le décompte financier des droits au compte personnel de formation. Donc, si le salarié n'a jamais rien consommé, à ce jour, il a 5 000 euros. Et c'est plafonné, son droit est plafonné à 5 000 euros. S'il n'utilise pas son CPF dans l'année, il n'aura pas davantage de fonds, c'est-à-dire qu'il perd 500 euros d'abondement par an. Donc, inviter le salarié à ouvrir son compte formation et à consommer son droit à formation, c'est une bonne chose puisqu'il recharge ses droits tous les ans. Donc, l'information après sur le site est très bien fait puisque donc il y a les droits de formation, il y a tout ce qui est conseil en évolution professionnelle. Donc le salarié peut appeler l'APEC ou Pôle emploi ou des cellules dédiées qui vont l'orienter sur ce qu'il pourrait faire dans le cadre de sa carrière. Il y a aussi tout ce qui est dispositif de bilan de compétences qui peut être accessible par ce compte formation. Et puis, tout projet de formation, diplômant ou non, certifiant ou non, qui peut être engagé par ce compte formation. Donc, c'est vraiment c'est vraiment un site Internet central pour un salarié qui veut évoluer professionnellement et qui a tous les moyens qui a tous les moyens de le faire, que ce soit sur son temps de travail, hors temps de travail. Donc, alors, sur son temps de travail, il faudra l'accord de l'employeur, mais un salarié peut très bien faire toute formation qui lui plaît pour un projet quel qu'il soit, en dehors de son temps de travail et sur ses fonds du compte personnel de formation. Donc ça, c'est très important de sensibiliser les salariés à ça parce que il y a quand même une tendance à attendre un peu tout de l'employeur sur certaines populations, certaines personnes. Et c'est aussi recadrer les choses que de leur dire qu'ils ont en main leur carrière professionnelle. Voilà. Donc l'entretien professionnel, par contre, on va le voir tout à l'heure, hein, ce n'est pas un entretien d'évaluation ni de fixation des objectifs. Donc ça, ça relève plus de la bonne gestion des ressources humaines. Ce n'est pas un entretien de recadrage, donc c'est un échange où en fait, finalement, le responsable d'entretien doit entendre le salarié et l'inciter à parler par des questions ouvertes hein, sur ses projets, sur la façon dont il voit sa progression de carrière. Donc, ce n'est pas non plus un entretien de demande d'augmentation professionnelle, d'augmentation salariale. Ce n'est pas le sujet. La carrière, effectivement, le salarié peut dire qu'il a une frustration vis-à-vis de son salaire, mais dans ces cas-là, vous pouvez l'inviter à dire, à lui demander qu'est-ce qu'il attend de sa carrière, puisque une augmentation de salaire implique une augmentation de responsabilité ou une performance qui est rémunérée. Donc, ça, c'est plutôt dans l'entretien d'évaluation. Alors, on va passer à la suivante. Donc, les enjeux pour l'employeur. Donc, c'est bien évidemment prouver qu'il assure le maintien de l'employabilité des salariés. En fait, l'entretien professionnel vise à identifier les gens qui seraient, entre guillemets, placardisés et sur un long terme, hein, et qui serait finalement complètement mis de côté des évolutions professionnelles, technologiques, informatiques, etc., et qui serait in fine licencié et se retrouverait au chômage en n'étant pas adapté aux standards du monde du travail. Voilà. Donc,
le maintien de l'employabilité des salariés, c'est veiller donc à l'adaptation des salariés à leur poste de travail et le maintien de leur capacité à occuper un emploi. Donc, ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi inciter les salariés à devenir acteurs de leur formation et de leur carrière professionnelle. Hein, voilà, donc 44 ans de vie professionnelle, c'est quand même extrêmement long. Et donc, il faut que les salariés se mobilisent pour leur progression de carrière, s'ils le veulent, tout simplement. Ou après, effectivement, hein, il y a des gens qui n'auront pas forcément d'envie de progression de carrière, mais dans ce cas-là, l'employeur a au moins l'obligation d'adapter ses compétences à son poste de travail. Dans un objectif un peu plus secondaire, c'est aussi alimenter le référentiel des compétences de l'entreprise, donc des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. On sait de plus en plus que les savoir-être sont très importants dans l'évolution de l'environnement parce que c'est être capable de s'adapter justement à des événements, aux changements qui sont quand même très réguliers dans notre monde actuel, hein, où la technologie, les évolutions techniques vont très, très vite. Et donc, il faut avoir un peu de curiosité, un petit peu d'adaptabilité dans ces contextes-là. Donc, c'est aussi mieux connaître ses équipes et favoriser le climat social. Donc, quand on donne la parole aux salariés, c'est toujours un moment important puisqu'on connaît mieux le salarié et du coup, l'expression et l'écoute qu'on fait preuve lors de ces entretiens professionnels est un moment important. Donc, ça favorise aussi, par ailleurs, l'engagement et la fidélisation en conciliant les intérêts de chacun. Alors ça, c'est important quand, par exemple, on n'a pas forcément la possibilité de donner aux salariés la possibilité d'évoluer professionnellement. Donc, c'est un moyen, par exemple, de remercier de son engagement en lui disant, je peux t'offrir une formation de ton souhait simplement pour ton développement personnel, par exemple. Ça peut être aussi donc initier une démarche de gestion des emplois et des parcours professionnels. Alors ça, c'est l'ancien nom de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, hein. Donc ça, c'est une démarche un peu plus globale où en fait, l'analyse de poste et des compétences peut permettre une flexibilité sur certains postes par exemple, pour voir une absence imprévue d'un salarié ou pour déceler aussi les potentiels des salariés dans une évolution de carrière. Par exemple, on a beaucoup de gens qui partent en retraite. C'est la génération des baby-boomers qui arrivent sur les départs en retraite. Et donc là, ça peut être source d'opportunités pour des potentiels que vous auriez préalablement décelés lors des entretiens professionnels. Les enjeux pour le salarié, donc, c'est clairement prendre du recul sur sa carrière et envisager l'avenir. Bon, ça, j'en ai déjà parlé, hein, devenir acteur de son évolution professionnelle, prendre en charge son projet. Et bien sûr, donc, il peut s'engager dans une démarche de développement de compétences et recevoir une information sur ses droits. Donc ça, c'est les quatre enjeux principaux pour le salarié. Et donc, alors, nous avons, SMA, lancé notre première campagne d'entretien professionnel cette année et il est clair que on sent qu'il y a beaucoup de retours des salariés
Et c'est très bien parce que du coup, voilà, ils ont. Alors, on voit aussi s'ils sont bien dans leur poste, s'ils ont des envies de mobilité. Et donc, on peut voir dans ce cadre-là comment on peut les accompagner quand on a ou pas des possibilités d'évolution en interne. Alors, les sanctions encourues par l'entreprise. Alors là, quelle que soit sa taille, si l'entretien professionnel ne s'est pas tenu, donc ça répond à la question de tout à l'heure, l'employeur peut être condamné à payer des dommages et intérêts dans le cadre d'un contentieux qui serait le plus souvent lié à un licenciement. Donc le préjudice est lié à la perte de chance pour le salarié de ne pas avoir bénéficié des informations qui doivent être diffusées au cours de ces entretiens. Donc, c'est les possibilités en matière de formation et d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise, d'une part, et donc les informations obligatoires qui doivent être données au moment de l'entretien professionnel sur les validations d'acquis de l'expérience, le conseil en évolution professionnelle et le compte personnel de formation. Donc voilà, et effectivement, donc, je reprends mes notes. Pour les entreprises de 50 salariés et plus, donc s'ajoute un versement obligatoire d'un abondement de 3 000 € sur le compte personnel de formation du salarié concerné. Donc, ce qui n'est pas valable pour les TPE, PME de moins de 50 salariés. Voilà. Donc, si on est en contrôle, si on est contrôlé, en fait, l'entreprise peut alors être mise en demeure de payer. Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on va faire un petit temps sur les questions au niveau de l'entretien professionnel. Je ne sais pas s'il y en a N'hésitez des pas questions. à poser vos questions soit en direct, soit via le chat, si vous en avez. Bonjour, moi en fait la question, c'est moi qui l'ai écrite tout à l'heure, donc Virginie, Oui, parce que moi j'ai vraiment une toute petite entreprise et ce que vous avancez sur l'entretien professionnel, en fait je le fais chaque année, mais durant l'entretien annuel. Et j'ai vu tout à d'accord. l'heure qu'effectivement c'était un entretien sur lequel on ne devait pas fixer des objectifs, mais je fixe mes objectifs sur mon entretien annuel et mon entretien de mi-année. Donc, c'est pour savoir s'il fallait que je rajoute encore tous les 2 ans cet entretien ou si le fait de mixer tout ça tous les ans était quand même valable. Alors, si c'est écrit, en fait, faudrait que dans votre écrit, par exemple, sur l'entretien, vous dissociez enfin, moi, je vous recommanderais de le faire comme ça. C'est-à-dire dissocier la partie entretien d'évaluation. Parce que l'entretien d'évaluation, on pourrait en fait le figurer comme un entretien face à face, où le salarié rend compte où il y a un échange sur les objectifs fixés, est-ce qu'ils ont été atteints ou pas, alors que l'entretien professionnel, c'est en fait un entretien côte à côte. On est côte à côte avec le salarié, on l'accompagne, on lui parle de, euh, de sa carrière, etc. Si vous le faites, si vous décidez de le faire dans le même entretien, alors je comprends l'intérêt pour vous de gagner du temps. Peut-être que ça peut être formalisé dans deux formulaires différents ou euh, oui, de formulaires différents, par exemple. Parce que Alors comme effectivement, ça, il y a une idée, excusez-moi, il y a une idée de gain de oui, temps, mais il y a une idée aussi que je trouve que tous les 2 ans, c'est beaucoup 2 ans en fait. Les gens, maintenant, on avance vite, comme vous disiez, les eh carrières oui. sont longues et on change vite, et 2 ans, c'est trop long. Donc je me dis que de pouvoir mettre à jour les envies de formation à titre personnel, les envies d'évolution à titre personnel tous les ans, je trouve ça plus cohérent de mon côté. Et c'est vrai que sur mon support, il y a une partie où effectivement, je demande aux salariés aussi de lui s'exprimer sur ses besoins en formation, tout type et ses Mm, besoins mm. d'évolution dans l'entreprise. Donc, c'est très distinct sur le formulaire qu'on signe ensemble à la fin, en fait. D'accord. Bah, moi, pour moi, il n'y a pas de, vous avez pas de, vous avez respecté votre obligation, hein, de toute façon. D'accord. L'entretien d'évaluation, donc bah, c'est la suite du PowerPoint. Donc, vous me donnez une transition toute trouvée.
Donc l'évaluation, c'est donc, ben voilà, ce n'est pas une obligation, on est bien d'accord. Alors, effectivement, je l'appelais entretien périodique d'évaluation parce que, bon, comme vous l'avez dit, je crois, madame, il n'est pas obligatoire de le faire à titre annuel, c'est-à-dire sur une fréquence annuelle. Il y a des entreprises où il y a une contrainte d'adaptation qui est plus rapide qu'à l'année et qui peuvent se faire, les entretiens, du coup, se feraient sur une périodicité convenue enfin, décidée par le chef d'entreprise, qui peut être inférieure à l'année, effectivement. Donc, évidemment, l'entretien d'évaluation est facultatif, mais il relève du pouvoir de direction de l'employeur et il sert effectivement à un enjeu managérial, c'est-à-dire faire l'état des lieux de la réalisation des objectifs fixés et en assigner de nouveaux pour la période suivante. Donc ça, c'est vraiment le centre de l'entretien périodique d'évaluation. Et là, on voit bien que l'enjeu, c'est l'entreprise, la productivité, l'efficacité des moyens mis en termes de salaire et de temps, donc de ressources humaines. Donc, c'est aussi à ce moment-là que vous pouvez aussi évaluer les compétences du salarié et effectivement envisager des formations. Mais donc, pour en revenir à la différence avec l'entretien professionnel laisse la parole au salarié, alors que l'entretien d'évaluation, ben, vous êtes vraiment sur un échange dans l'intérêt de l'entreprise. Voilà, donc c'est ça la différence, hein. Donc, il y a le salarié et sa carrière d'un côté, et l'entreprise, ses objectifs, les réalisations d'objectifs et l'efficience des moyens RH dans l'entretien périodique d'évaluation. Alors, selon servicepublic.fr, le salarié ne peut pas refuser de se soumettre à l'entretien d'évaluation. Il y a aussi ce point-là. Il y a des gens qui pourraient dire, ah ben moi, l'entretien d'évaluation, ça ne sert à rien, je n'y vais pas. Il ne peut pas refuser de s'y soumettre. En revanche, le salarié peut refuser de signer le compte-rendu de l'évaluation. Bon, après, ça, c'est en cas de conflit, bien évidemment. Donc, le contenu de l'entretien et les résultats sont confidentiels et ils peuvent servir, évidemment, d'éléments de décision pour l'employeur. Donc, c'est peut-être plus là qu'on va dire, voilà, les objectifs ont été atteints, voire au-delà des espérances. Donc, ça peut être voilà, une prise de décision sur une augmentation de salaire, de rémunération, une évolution professionnelle aussi, hein, si le salarié est vraiment très, très performant et qu'un poste se libère, vous pouvez très bien lui proposer un poste à l'issue de l'entretien périodique. Voilà. Alors, ensuite, je vous ai mis un exemple de déroulé d'entretien d'évaluation. Donc ça, c'est un petit peu la structure de notre entretien à nous, hein, qu'on a conçu avec mon équipe. Donc, en partie accueil, évidemment, l'analyse de l'année écoulée, ou de la période écoulée, hein, plutôt que l'année. Faire le bilan, reprendre les objectifs qui étaient assignés, voir aussi les événements qui ont été, qui ont atteint l'entreprise, le service, enfin voilà, donc le contexte de l'entreprise, qui a pu être un frein à l'atteinte des objectifs éventuellement. Et donc, ce qui a été en fait ressenti par l'évaluateur sur les points forts et les axes d'amélioration.
La fixation de nos nouveaux objectifs, eh bien, voilà, on a tous besoin de se projeter. Donc, c'est vraiment dire aux salariés, voilà, qu'on lui donne ces moyens-là. Alors, ça peut être aussi de monter en compétences et de demander aux salariés d'assister à une formation, même si elle n'est pas, par exemple, dans ce qu'il a pu demander au niveau de l'entretien professionnel. Donc là encore, il est recommandé de faire une synthèse de l'entretien pour éventuellement, pour déjà le partager avec le salarié, donc qui peut ou pas le signer, mais qu'il en ait connaissance. Voilà. Ensuite, nous avons, alors ça, c'est d'autres entretiens périodiques qui sont encadrés par la loi, donc qui sont forcément, qui ne sont pas forcément nécessaires dans toutes les structures qui ne mettent pas en place ces dispositifs. Par exemple, donc l'entretien périodique sur le télétravail. L'entretien sur le télétravail a pour objectif de vérifier si ce mode d'organisation convient aux salariés et que ça ne nuit pas en fait à son intégration dans l'entreprise, ni à sa charge de travail, ni à ses tâches effectuées en télétravail. Donc, l'entretien permet d'évoquer la charge de travail qu'il fait en télétravail, ses équipements, parce que, alors, je vous rappelle que quand une entreprise accepte de faire du télétravail, l'entreprise a normalement la charge de l'équipement du salarié. Mais donc ça se négocie avec un CSE pendant l'écriture d'une charte. Parce que donc c'est quand même du gagnant-gagnant. Donc nous, en fait, chez Seine-et-Marne Attractivité, en fait, nous avons demandé aux salariés s'il était équipé chez lui, notamment pour tout ce qui est connexion informatique. Maintenant, avec les box, les salariés peuvent s'équiper chez eux, et du coup, ils utilisent leurs équipements personnels pour télétravailler. C'est aussi le moment pour voir si le télétravail est un frein à l'atteinte des objectifs, parce que ça, effectivement, le télétravail, on l'a vu donc pendant la période Covid, peut isoler les salariés, et la collaboration, la coopération entre les équipes est freinée par ces conditions de télétravail. Donc, ça nuit aussi à tous ces aspects de coopération et de collaboration. D'ailleurs, les entreprises qui étaient à 100% en télétravail reviennent un petit peu sur le travail en présentiel pour faciliter les échanges et donc le travail collectif. Donc, l'enjeu managérial de l'entretien pour le télétravail, c'est bien de vérifier que les conditions sont favorables en télétravail et que la performance du salarié est maintenue dans ces conditions du télétravail. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions là sur ces entretiens de télétravail. Ou sur l'entretien d'évaluation d'ailleurs, parce que je crois que je n'ai pas laissé de temps. Bon, donc en l'absence de questions, je vais donc continuer. Le dernier entretien périodique est celui qui est relatif aux conventions de forfait annuel en jours. Alors, donc, lors du forfait, le forfait annuel en jours est donc celui qui permet de ne pas donner d'horaire au travail et de considérer que le salarié, qu'il travaille 4 heures ou 10 heures par jour, reçoit la même rémunération
dans le cadre d'une convention forfait annuel en jours. Alors, ce forfait annuel en jours est institué d'abord par un accord collectif et par une convention de forfait annuel en jours qui est signée individuellement avec le salarié. Donc, dans le cadre de ce télétravail, bien évidemment, tout est ouvert. Donc, c'est un forfait, un nombre de jours annuel qui est défini. Alors, je crois que dans le Code du travail, c'est 211 jours par an. Donc, cet entretien doit évoquer, parce que le forfait annuel en jours donc, peut permettre aux salariés de travailler vraiment beaucoup, beaucoup, sans que l'employeur ait des heures supplémentaires à régler. Donc, c'est l'avantage du forfait annuel en jours. Donc, il faut quand même évoquer, il faut que l'employeur s'assure que le salarié ne fait pas des horaires qui seraient inconsidérés et qui pourra amener à l'épuisement professionnel. Donc, la charge de travail doit être évoquée lors de ces entretiens de forfait annuel en jours. Il faut également vérifier que l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié n'est pas entachée, en fait, hein, que l'activité professionnelle ne prend pas trop le pas sur la vie du salarié. Et ensuite, donc, vérifier la rémunération et l'organisation du travail dans l'entreprise, donc que ce forfait annuel répond bien à un besoin de l'activité dans l'entreprise et que le salarié bénéficie bien du droit à la déconnexion. Donc, tout cela est vraiment important puisque bon, ça appelle aussi la sécurité, la santé et la sécurité dans l'entreprise, hein. Et que, bien évidemment, le salarié est dans de bonnes conditions pour travailler, qu'il est productif et performant dans le cadre de ce forfait annuel un jour. Voilà, dans le respect de sa santé et de sa sécurité. Alors, plusieurs points d'actualité. Il y a une récente jurisprudence en cours de cassation du mois de janvier, donc très récent, qui dit que la convention de forfait jour peut être entachée de nullité si l'employeur ne respecte pas les obligations de suivi de la charge de travail. Donc, c'est pas une obligation légale, mais ça devient une obligation en fait jurisprudentielle. Voilà. Et par ailleurs, s'agissant de la charge de travail, de récentes évolutions aussi juridiques et réglementaires ont institué ce respect de la charge de travail, ce niveau de charge de travail lors des entretiens périodiques d'évaluation, même en dehors d'un forfait annuel en jour. Donc, en fait, si vous avez une maquette sur les entretiens d'évaluation, je vous conseille simplement de rajouter la charge de travail, quel que soit le statut du salarié. Alors, donc, revenant sur ces 3 entretiens périodiques, donc l'entretien périodique d'évaluation, le télétravail et le forfait annuel en jour, vous pouvez évoquer ces 3 aspects dans un seul et même entretien, bien évidemment. Hein, donc ça, nous, c'est ce que nous faisons, parce que, voilà, on ne peut pas non plus multiplier les temps de rendez-vous avec le salarié sans entacher la performance et la productivité de l'entreprise. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur ces entretiens périodiques. Evgenia, tu ne Non, vois pas? rien, Non, rien dans du le tout. chat. N'hésitez pas à poser D'accord. des questions en direct, hein, si besoin. OK. Alors, ensuite, donc, il y a les entretiens de mobilisation. Donc, voilà. Alors ça, c'est dans
enfin, quand vous voyez qu'un salarié qui est en proximité a moins d'énergie, ne met pas la même énergie au travail, parce que en fait, quand vous êtes en manager de proximité, vous voyez ce qu'il se passe au niveau de vos équipes. Vous sentez quand c'est une perception fine, hein, que vous pouvez avoir et qui vous permet de déceler que quelque chose ne va pas. Donc, ce que je vous conseille dans ce cadre-là, c'est de recevoir le salarié, donc ce que j'appellerais en entretien de remotivation. Donc, vous allez pouvoir le questionner sur les raisons de sa démobilisation pour voir si vous êtes en mesure de faire quelque chose. Bien évidemment, quand c'est sur un motif personnel, eh bien, vous ne pourrez pas faire grand-chose, si ce n'est que de l'inviter à faire la part des choses entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et quand c'est une problématique qui est liée au travail, eh bien, vous pouvez apporter peut-être des solutions adaptées pour remotiver le salarié, c'est-à-dire l'inviter à lui donner d'autres choses à faire ou des tâches plus valorisantes, plus motivantes, de façon ponctuelle, et pour voir si c'est vraiment des choses qui l'intéressent. Donc, c'est faire parler le salarié sur un changement de comportement perçu. Donc, identifier les freins à son action et les lever, bien sûr. Voilà. Bon, c'est toujours accompagné de bienveillance parce que vous ne savez pas trop ce qui se passe. Donc voilà. Et puis, ben, après, solliciter, si besoin, le chef d'entreprise pour voir s'il y a d'autres choses à faire. Ensuite, donc, l'entretien de cadrage. Donc ça, c'est celui qui doit être tenu quand il y a une dérive de comportement. Donc, un comportement inadapté dans ou hors de l'entreprise, vis-à-vis de toute personne, un refus d'obtempérer aussi. L'enjeu pour l'employeur, c'est de maintenir de bonnes conditions de travail, parce que ça, c'est aussi, ce sont des choses qui, si elles ne sont pas marquées, ouvrent une possibilité aux autres de réitérer les choses. Donc, vous devez maintenir de bonnes conditions de travail pour vos salariés en recadrant immédiatement tout comportement déviant. Donc, vous allez y recueillir lors de cet entretien l'explication du salarié, savoir ce qui s'est passé, rappeler aussi les attendus comportementaux, et voir, vous référer au règlement intérieur, qui cadre un petit peu ces choses-là. Et ensuite, donc, prévenir le salarié des risques qu'il encourt si son comportement se reproduit. Alors, à ce stade, c'est un entretien, on va dire, spontané, qui n'est pas dans le droit à défense. Vous pouvez simplement acter ce qui est dit dans l'entretien, alors soit par mail, soit par un petit courrier, mais vous n'êtes pas encore dans le domaine de la sanction dans ce cadre-là. C'est juste une alerte qui peut être effectivement un préalable après à une sanction si le comportement se reproduit. Voilà. Et donc, le dernier entretien, c'est celui qui précède une sanction. Donc là, il y a un cadre quand même juridique et réglementaire qui est donné, c'est celui du Code du travail et du règlement intérieur de l'entreprise qui encadre en fait le pouvoir de sanction de l'employeur. Donc, quand l'employeur envisage une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation
Et donc dans la convocation, vous pouvez aussi dire au salarié qu'il a le droit d'être assisté par un personnel de l'entreprise. Donc, là, l'entretien précédant une sanction n'est pas obligatoire. Il est facultatif, puisque le chef d'entreprise peut être présent lors de la faute, tout simplement. Donc, alors, le salarié a fait une faute. C'est dans cet entretien que l'employeur va pouvoir qualifier cette faute. Alors, elle pourra être ça peut être une faute simple, qui peut être simplement qui peut simplement donner lieu à un avertissement. Et donc, sinon, elle peut être grave ou lourde, la faute, intentionnelle ou non, répétitive ou non, et les conséquences et les risques encourus pour l'entreprise vont vous permettre de qualifier cette faute. Et c'est dans l'entretien que vous allez pouvoir définir ce degré de faute. Et cet entretien va vous aider à décider d'une sanction ou d'une autre. Et donc, elle sera ensuite, donc la sanction est ensuite motivée à l'intéressé et dans les délais qui sont fixés dans le règlement intérieur. Donc, là encore, l'entretien précédant une sanction est assorti d'une remise en main propre, d'une remise avec accusé réception d'un courrier de convocation. Et puis la sanction, après, effectivement, c'est dans le cadre du Code du travail, tout cela doit être écrit et motivé. Donc c'est indispensable, puisque bien évidemment, les conséquences peuvent être lourdes pour l'entreprise. Et voilà. Donc, un petit peu tout ce qui se passe au niveau de l'entretien qui précède une sanction.